Alors, nous allons reparler dans le débat qui s'ouvre entre Hélène Bourboulou et Louis Marguerite d'un certain nombre de sujets qu'on a évidemment déjà évoqués ou esquissés ce matin. Je veux dire par là l'analyse très rapidement des 6 mois écoulés sur les mesures mises en place par le gouvernement, l'évaluation de ces mesures, leur utilité. Et puis, on va se lancer dans un petit exercice prospectif, entre guillemets, pour s'interroger sur quelles seraient les bonnes pistes, les bonnes solutions structurelles pour continuer à accompagner certaines filières, certains secteurs, voire certains territoires dans cette crise. Alors, ce regard sur les 6 mois écoulés, on va évidemment commencer par cette trajectoire, entre guillemets, historique. Encore une fois, pardonnez-nous s'il y a certains éléments dont on va reparler, mais c'est important qu'on entende, en tout cas les deux interlocuteurs qu'on a ici, sur ces sujets. Alors Louis, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à ce dispositif exceptionnel qui a été mis en place par le gouvernement et qui a été salué par l'intégralité de tous les speakers depuis le début de la matinée, on peut dire qu'il a permis d'éviter le pire. Allez-y parler, ça va se déclencher normalement. Oui. On n'entend pas, on a un problème de micro en régie. Oui, là ça doit être mieux. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation. Alors on a évité le pire, on l'espère évidemment, on le souhaite et probablement. La logique qui a prévalu, d'abord on a tous vécu les uns, même à titre personnel, la sidération quand on commence à comprendre ce qui se passe d'ailleurs dans le monde, que ça nous touche immédiatement et qu'on va vivre chez nous et que la moitié de l'humanité se confine. Donc on passe très vite cette phase parce que c'est le moment où entre guillemets les Français nous attendent, même pas entre guillemets d'ailleurs, le Français, la société. Et donc la logique c'est il faut que la réaction elle soit massive, rapide et sans ambiguïté. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que rapide, bon bah voilà, on délivre vite, on a fait un projet de loi en 12 ou 13 jours je crois, là où d'habitude il nous faut à peu près 1 an pour le faire, donc on a fait un peu plus vite que d'habitude tout simplement, ça c'est le premier point, et massive, il faut vraiment que la réponse elle soit extrêmement puissante et sans ambiguïté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait un accès large, et donc il y a vraiment cette question de on fait massivement et puis on réglera les boulots ensuite. C'est-à-dire qu'évidemment, tout n'a pas été parfait dès le premier jour, même dès le premier mois, et on a réajusté, et d'ailleurs c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à des plans thématiques ensuite, à des ajustements sur tel ou tel processus. Donc on a évidemment, je ne refais pas la liste, mais rapidement, le chômage partiel, vous l'avez très, très longuement développé. Il est massif, c'est probablement la plus grosse dépense. Je crois que dans le PLFR, il y a 35 milliards d'euros de dépenses qui sont inscrites. Ce sera probablement peut-être un peu plus à la fin de l'année. Certains disent 50 milliards, mettons que ce soit entre les deux chiffres. C'est le système le plus généreux en Europe. Et donc voilà, ça c'est le premier élément. Et puis le PGE, la logique du PGE, c'est se dire quoi? Il faut maintenir les fonctions vitales de l'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, c'est le premier réflexe, c'est mais quand on se déconfinera, on ne sait pas quand. Quand on arrive mi-mars, on ne sait pas quand on a déconfiné. Certains disent 5 semaines, d'autres disent 10 semaines. Bon, la réalité, c'est que ça a été à peu près entre les deux. Et puis, une fois qu'on se déconfine, on ne sait même pas comment ça va reprendre. Donc, face à cette totale incertitude, c'est préserver les fonctions vitales. Donc, voilà, c'est vraiment cet effet totalement anesthésiant, ce qui posera d'ailleurs la question de qu'est-ce qui va se passer quand on arrêtera la morphine. On va y revenir, je suppose. C'est vraiment cet esprit. Et donc, il n'y a pas 50 solutions en réalité pour injecter massivement de l'argent dans les entreprises. Quel est le réseau, vraiment techniquement parlant, le plus développé qui a le contact en réalité avec les entreprises? Il n'y en a pas 50, il y en a 2 en réalité. Il y a le réseau des impôts lui-même, qui par définition, par essence même, est en contact avec les entreprises, et le réseau bancaire qui est extrêmement développé, extrêmement fourni. Et il nous a semblé qu'il était pertinent d'utiliser le réseau bancaire pour ça, parce qu'il a l'habitude, il est formé, on sait à qui on doit s'adresser. Et donc, évidemment, il se passe, entre le moment où on a cette première idée, on va dire la semaine avant le confinement, parce qu'on sent que ça va être extrêmement compliqué, et le moment où la première personne va voir son conseiller bancaire pour dire, c'était un mardi ou un mercredi, je ne sais plus, va voir, il se passe à peu près 13 jours, 14 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là, et ça a très bien marché, on est je crois à plus de 110 milliards. 123, 123, pardon, je n'avais même pas le chiffre. Madame la ministre, dans sa vidéo, nous a donné les chiffres au 4 septembre, 123 milliards aujourd'hui. C'est parfait, sur je crois presque 600 000 entreprises, quelque chose comme ça, entre 5 et 600 000, c'est l'ordre de grandeur. Donc c'est massif et c'est puissant. Donc c'est vraiment cette idée-là, mais j'imagine qu'on reviendra après sur la question de qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après? Là, on faisait juste ce petit point photographique. Hélène, vous partagez l'analyse de Louis. Est-ce que vous avez des réserves sur des éléments du dispositif, ou en tout cas dans l'urgence, quand il fallait les mettre en place, encore une fois, sur les 6 mois qu'on vient de passer? Non, je ne vais pas paraphraser. Je pense que je compléterai simplement le propos en disant qu'à partir du moment où le Covid est un événement extérieur imprévu et brutal, c'est extrêmement important de préserver et de mettre en avant des mesures de justice économique.
Donc on a une crise sanitaire, une crise économique. Le risque, c'est qu'elle évolue en crise sociale. Ces trois crises allant crescendo sur un impact économique et social sur le tissu de notre pays. Donc il fallait que ces mesures soient perçues comme justes. Alors ça a créé effectivement un effet d'aubaine qu'on voit aujourd'hui tout simplement par l'effondrement du nombre de faillites à très court terme dans les tribunaux. Donc ça veut bien dire que des entreprises qui, logiquement, auraient dû déposer le bilan, voire être supprimées du système et radiées du système, je pense à des liquidations judiciaires d'office, n'ont pas été amenées à déposer. Pour autant, au vu du nombre d'entreprises qui en ont bénéficié, je rappelle 650 000 créations d'entreprises par an, 60 000 faillites au plus haut de la crise, là on est descendu un petit peu plus bas en ce moment, on voit bien que le nombre d'entreprises vivantes l'emporte très largement et heureusement. Et donc, malgré l'effet d'aubaine, ces mesures, et en particulier le report des charges sociales, le report des échéances bancaires, la mise en place du chômage partiel, par le fait qu'ils étaient destinés à toutes les entreprises, ont été perçus comme justes. Plus discutable, un peu plus compliqué sur le PGE, puisqu'on a intermédié l'octroi du PGE, pour les raisons que Louis expliquait, que l'on comprend bien, mais qui du coup ont pu introduire un petit biais, ou en tout cas des analyses différenciées d'un dossier à l'autre. Donc il fallait préserver les boîtes pour l'essentiel immédiatement, ça a marché, avec cette idée de justice économique qui je pense est très importante. Merci beaucoup. Alors maintenant, ce petit tour d'horizon passé, interrogeons-nous à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on doit craindre et à quel horizon. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Louis, au CIRI, il y a eu combien de dossiers depuis le début de l'année ? Alors j'ai fait le compte là, en début de semaine pour préparer cette intervention. On a fait 46 nouveaux dossiers. Alors voilà, c'est le nouveau dossier, donc nouvelle saisine depuis le début de la crise en réalité, puisque en janvier-février on n'en avait quasiment pas eu. Une année dense, c'est une petite quarantaine, peut-être un peu en dessous. Donc déjà, et l'année n'est pas terminée. Donc c'est évidemment une augmentation très sensible. Alors évidemment, ces chiffres sont à manier avec prudence. On est d'abord à l'extrémité du spectre, plutôt gros dossier, bien sûr. Pas tous les gros dossiers, mais quand même une assez grande partie d'entre eux. Ça, c'est le premier élément. Donc on ne peut pas en tirer de conclusions massives. D'ailleurs, la preuve, le nombre de défaillances, pour l'instant, diminué. Donc, ouais, c'est des chiffres, évidemment, totalement différents par leur nature. Il y a d'ailleurs un certain nombre... et je ne compte pas, par ailleurs, les dossiers qu'on avait déjà en stock qui, en réalité, n'ont pas quitté le CIRI depuis. On en a quand même sorti un certain nombre. Alors je ne vais pas m'asseoir sur ce chiffre, d'abord je ne l'ai pas complètement en tête et surtout il n'a pas forcément de sens, mais évidemment le PGE a beaucoup aidé. Dès lors qu'on avait, il y a eu un délai de mise en route, ça n'a pas été, au début on a eu évidemment beaucoup de critiques, mais c'est la loi du genre, mais après, une fois que les gens l'ont bien intégré, ont eu aussi confiance, parce qu'en réalité il est clair qu'on a mis une loi simple, un décret simple, tout simplement, un arrêté simple, parce que tout simplement on n'avait pas le temps de faire les choses. Une fois que les gens ont bien compris comment ça fonctionnait, et le fait qu'ils devaient faire confiance à la parole de l'État pour les prochaines années en réalité, eh bien on a pu sortir un certain nombre de dossiers, parce que du coup c'est un moment de liquidité hyper simple. Alors pour aller un petit peu plus loin, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça maintenant. Donc, et quand ça va s'arrêter? Il y a bien un jour où ça va s'arrêter ou ça va prendre des formes différentes. En tout cas, il y a donc le PGE est ouvert jusqu'au 31 décembre. On verra s'il y a besoin ou pas de le proroger. C'est une question qu'on se posera en temps et heure. Il reste encore 3 mois et demi. Il y a encore des dossiers à faire et on continue à en délivrer. Enfin, des PGE continuent à être décaissés, y compris à un niveau plus important pour les PGE dits discrétionnaires, donc ceux qui sont les plus importants. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a évidemment tout le chantier, je ne reviens pas dessus, ça a été évoqué, de la question des renforcements des fonds propres. Elle est absolument majeure. C'est le chantier qu'on va avoir et ça va durer plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, mais en tout cas plusieurs mois, avec cette réflexion sur quelles garanties publiques on apporte pour utiliser des outils, alors de quasi-fonds propres, de prêts participatifs, d'obligations convertibles, toute cette série d'outils, c'est en cours, c'est une réflexion qui est menée à Bercy par plusieurs cycles. Et ça, c'est acté. Enfin, je veux dire ça, voilà, quand vous dites que c'est en réflexion, c'est acté. C'est le fine-tuning. C'est la mise en œuvre. Non, tout à fait, absolument. Donc ça, c'est le point. Et après, il y a cette question, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces PGE? D'abord, le PGE, ça reste un prêt, donc il doit être remboursé. Et donc c'est pas un don. C'est pas du tout un don. C'est pas du tout un don pour ça. Après, est-ce qu'il y aura des PGE qui feront défaut, qui devraient être restructurés? La réponse est oui. La question de combien il y en aura, on ne sait pas encore. Elle est probablement plutôt plus faible que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Est-ce que qu'est-ce que vous avez modélisé, entre guillemets, ou anticipé? Les taux qu'on observe, c'est de l'ordre de 5%. Là aussi, je vais être assez prudent. 5% de défaut. C'est des chiffres qu'il faut manier avec beaucoup de prudence, parce que voilà, c'est des chiffres qui sont amenés par le manque de France, mais ça dit plusieurs choses d'abord. Ça dit que les situations, elles sont extrêmement contrastées. Il y a des boîtes qui ont du cash, qui avaient du cash avant la crise, qui évidemment ont dû l'utiliser pour y faire face, mais qui ont pu lever des PGE et qui ont encore du cash grâce à ça.
Ça, c'est vrai. Il y a à l'inverse des entreprises qui, même avec le PGE, n'ont toujours pas de cash parce que les reprises sont beaucoup plus lentes. Donc d'abord, les situations sont extrêmement contrastées en termes de secteur, en termes de taille, etc. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les banques restructureront, si ça doit l'être, ces PGE dans les prochaines années, au fur et à mesure qu'on s'apercevra que les échéances ne sont pas tenables. Et ensuite, je le rappelle quand même, le PGE, il y a une option d'amortissement sur 5 ans. Donc ça devient après quand même de 6 ans. On ne parle pas d'1 an, on parle de 6 ans. Et donc on a le temps de revenir, avec un amortissement d'ailleurs sur lequel on n'a pas notre mot à dire, sauf quand c'est les très, très gros dossiers. Mais même là encore, l'amortissement, il n'est pas forcément linéaire. Et on a vu beaucoup de PGE avec des amortissements plus lisses, etc. Ce qui évidemment repousse dans un certain nombre de cas le problème plus loin. Pour autant, ça laisse un peu le temps de voir venir. Je reviendrai sur cette notion d'incertitude parce qu'elle est importante. Tout ça pour dire que le PGE doit être remboursé et que dans les quelques cas qui nous semblent être minoritaires, même assez minoritaires, où il y aura des difficultés, eh bien on les traitera au cas par cas par les banques et par l'État s'il est impliqué à ce moment-là. Hélène, pour réagir à différents points que vient d'évoquer Louis, peut-être, allez, on va commencer par le caractère réaliste du remboursement du PGE. Cédric Collard disait ce matin, mais il va falloir en dégager vachement du cash additionnel, et je crois que Thierry Guérimot, qui est dans la salle, le disait aussi, il va falloir en dégager pas mal de cash additionnel pour rembourser ce PGE, en plus des autres crédits que les entreprises ont déjà sur leur bilan. Oui, alors plusieurs choses si je synthétise le propos et les différentes remarques. D'abord, trois mots: progressif, diversifié, incertain. C'est ce qui ressort de la discussion des propos de Louis Marguerite. Oui, progressif, parce qu'en fait, le PGE et ses mesures ont lissé dans le temps. On lissé dans le temps les difficultés, on va avoir une défaillance croissante, c'est exact. C'est contrasté, ça ne va pas être de la même manière selon les tailles d'entreprise, selon le bilan d'origine, selon les secteurs. Et enfin, il va falloir caler tout ça en construisant des BP dont on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à identifier, en particulier la top line. Donc, c'est compliqué dès à présent de prendre des engagements sur même les profils de remboursement. Mais il est vrai, en faisant un calcul très simple et mathématique, si les PGE vont jusqu'à 25% du chiffre d'affaires France et qu'on a 6 ans pour les rembourser, il faut être capable de dégager au moins 4% de son chiffre d'affaires en cash disponible tous les ans, ce qui veut dire des niveaux de rentabilité modulo quelques charges non décaissables ou produits non encaissables, ce qui veut quand même dire des performances exceptionnelles que la plupart des entreprises en France n'atteignent pas. Donc, mathématiquement et objectivement, on sait déjà que les PGE tels qu'ils ont été structurés ne peuvent pas être remboursés comme ça. Pour autant, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire simplement qu'il faut absolument introduire désormais des outils pour ajuster. Ajuster avec de l'abandon, avec du fonds propre, avec des secteurs plus longs, des durées plus longues. Regardez dans le tourisme, on a des PGE sur des durées déjà présentes sectoriellement sur 10 ans. On voit bien que les procédures collectives s'ajustent jusqu'à 12 ans. Donc, on n'a pas les réponses totalement aujourd'hui, il va falloir créer des outils pour y parvenir. Mais effectivement, ce montant-là, tel que est appliqué à toutes les entreprises, ne fonctionne pas, on le sait bien, pour rembourser. Ça n'est pas en soi dirimant, je pense, mais en revanche, il faut être lucide. On rentre dans une crise longue, elle sera peut-être moins profonde et brutale que s'il n'y avait pas eu de mesures de soutien, mais elle sera probablement étalée. L'étalement est une bonne chose, parce que l'étalement va favoriser les consolidations. Si toutes les boîtes tombent en même temps, on ne peut même pas les consolider. Si en revanche on lisse, y compris les défaillances, on favorise les consolidations. Et de 2 boîtes, on y reviendra certainement tout à l'heure, parce que c'est à mon avis un point critique faisons-le maintenant, enfin oui, parlons-en maintenant de la discussion. Si on peut en parler maintenant, c'est que je pense que, au lieu d'avoir 2 entreprises qui disparaissent, on peut renforcer une entreprise. Au lieu de faire 1 et 1 finissent par faire 1,5, c'est de dire 1 plus 1 égale 1,5. Et c'est majeur. Et pour faire ça, il faut du temps. Et donc, quand une entreprise en reprend une autre, moi je ne sais pas si c'est Beaumanoir qui sauve la halle ou si c'est la halle qui sauve Beaumanoir. Je prends cet exemple parce qu'il a été connu de tous. Mais on est sur des secteurs difficiles. On voit que pour l'instant, il y a des repreneurs. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Il y a des repreneurs dans les dossiers. Bien sûr qu'on va nous dire, mais enfin, quand c'est le dirigeant, c'est critiquable. Ça dépend. Ça dépend du projet, ça dépend de la responsabilité, ça dépend de la faute. Enfin, il ne faut pas avoir de dogme en la matière. En tout cas, on a encore des solutions. Je pense que dans le temps, les PGE vont permettre d'accompagner. Il ne faut d'ailleurs pas avoir de dogme. Pourquoi les PGE ne favoriseraient pas aussi les reprises? Après tout, c'est mieux de prêter à une entreprise désendettée qu'à prêter à une entreprise endettée. Donc, ce n'est peut-être pas le terme PGE, il a peut-être été conçu pour autre chose au départ, mais là encore, privilégions l'adaptabilité. Mais je ne vois pas comment les entreprises peuvent s'en sortir sans se downsizer. Et la consolidation, c'est une forme
de réduction de voilure à certains égards, puisqu'on va optimiser des synergies. Mais indépendamment de la consolidation, on va y revenir dans 2 secondes parce que j'ai une question sur le sujet, vous dites, indépendamment de cette consolidation, soyons réalistes, les entreprises vont downsizer, vont se séparer d'une partie significative ou non de leur effectif, ça va arriver. Oui, je pense moi que ça va arriver. Les mesures de chômage partiel permettent de s'adapter au moment où ça arrive et donc de préserver des compétences dans l'entreprise, autant qu'ils restent dans l'entreprise, qu'on favorise la formation plutôt que d'envoyer des collaborateurs chez Pôle emploi avec l'incertitude du rebond, puisqu'on fait le pari que des entreprises vont quand même progressivement retrouver un niveau d'activité. Probablement pas le niveau d'activité antérieur et ce à bref délai, mais en tout cas pas non plus la chute spectaculaire et la privation d'oxygène auxquelles elles ont dû faire face pendant 2 mois. Donc, les mesures de chômage partiel permettent d'accompagner ce mouvement. Sur la durée, il y a aussi des départs naturels, des collaborateurs en retraite, en nouvel emploi. On voit qu'il y a d'autres domaines qui se consolident aussi dans ces phases de crise. Il y a de l'innovation, il y a des secteurs qui vont recruter. Le point de vigilance porte évidemment sur l'entrée dans le monde du travail à travers l'apprentissage, où là, on est un peu à court pour offrir des solutions. Si on en revient sur l'aspect des consolidations, et on va demander ensuite à Louis de réagir sur les propositions entre guillemets que vous avez faites. Hélène, la consolidation, ça pose aussi la question de sa faisabilité d'un point de vue de l'antitrust et du droit de la concurrence, position de l'autorité de la concurrence ou de Bruxelles en fonction des seuils dont on parle. Est-ce que là, tous les rouages sont bien huilés, puisque vous appelez de vos voeux cette consolidation en disant finalement on va sauver 2 boîtes, et c'est un élément important, la consolidation est un élément important dans cette crise. Est-ce que vous pensez que l'autorité de la concurrence et Bruxelles vous facilitent la tâche, vous faciliteront la tâche des entreprises qui vont vivre ces projets? Je serais ravie d'entendre Louis sur ces sujets, mais moi j'observe que dans les 10 dernières années, il y a eu une sophistication assez importante des rouages de Bruxelles sur la matière et qui d'ailleurs a conduit plutôt à pénaliser nos potentiels champions européens en faveur de finalement champions internationaux qui ne sont pas forcément français d'origine. Donc je pense qu'il faut quand même se poser ces questions-là. Et si on veut consolider en sauvant, il va falloir faire preuve d'un peu de souplesse et aussi de réactivité dans le traitement des dossiers. Ça, c'est un volet sur le plan du rapprochement des entreprises. Je pense qu'un peu plus généralement, on a tout un tas de dispositifs de soutien à l'économie qui sont passés au peigne fin de l'analyse de Bruxelles pour savoir si on est dans les aides d'État ou pas. Et je salue devant lui les équipes de Louis Marguerite et Louis Marguerite qui font un travail prodigieux et d'une expertise incroyable pour monter des dossiers dans des délais exceptionnels. Il a été cité tout à l'heure le Canovares, où en 1 semaine, on arrive à obtenir une réponse de la Commission. Non pas que la Commission soit rapide, mais la Commission a posé des questions nuit et jour, donc elle s'est quand même mobilisée pour faire un travail extrêmement précis. Je ne pense pas que l'on puisse se livrer à un tel exercice pour la masse des entreprises qui vont se présenter à nous. Donc on a une Commission qui s'est montrée peut-être très flexible dans les 15 premiers jours de la crise, qui se montre aujourd'hui, moi je trouve, si ce n'est restrictive, en tout cas restrictive par les faits, parce qu'elle suppose un tel niveau d'expertise pour traiter les dossiers, que ce n'est pas les 5 personnes du Syrie, sauf à quintupler, voire bien plus que ça d'ailleurs, toute l'équipe, qui peuvent aider les entreprises sur ces dossiers-là. C'est une problématique. On n'est pas loin des questions de la concurrence quand on évoque le soutien de l'État à son économie, et en plus on l'est de manière européenne, donc les autres pays sont confrontés au même sujet que nous. Donc est-ce qu'on doit être encore dans un niveau de granularité tel que la Commission l'impose? Moi je pense qu'il faut lever le pied là-dessus. Voilà, c'est mon idée personnelle, parce que je pense qu'il y a quelques dossiers, on a failli aller dans le mur dans Novares parce qu'on n'avait pas cette réponse et parce que les banques françaises disent nous on veut une réponse et des certitudes là-dessus, parce que c'est tout le dispositif qui est en jeu et la garantie de l'État. Alors, Louis, un point en fonction de votre liberté de parole sur ce point de l'antitrust. Non, avec toute la loyauté qui doit guider mon action en tant que bon fonctionnaire, je ne peux pas dire que ce sujet-là est totalement simple, ça c'est certain, et qu'il est même parfois complexe. Il est vrai, enfin, j'allais dire qu'il y a 2 cas de figure. Soit il n'y a pas eu trop de difficultés avant la crise, et là, globalement, on n'a pas trop de difficultés vis-à-vis des questions d'aide d'État. Le cadre temporaire, pour le coup, il est assez souple. C'est celui du PGE, c'est celui qui permet, sans être trop techno, va être la caricature de soi-même, c'est l'article 107.3b qui permet aux États membres d'avoir un dispositif temporaire pour la mise en place des mesures. Et notre mesure nationale clé, c'est bien sûr le PGE. Toutes les autres aussi, mais c'est notamment le PGE. Donc il n'y a pas trop de difficultés et ça déroule plutôt bien. Il n'y a pas besoin de faire des allers-retours, etc. Là où c'est difficile, c'est quand l'entreprise était réputée en difficulté au sens européen du terme. Je ne vais pas revenir sur la définition, peu importe. Mais voilà, pour faire simple, dès qu'elle a des fonds propres négatifs, etc. Et au 31 décembre. Et là, c'est compliqué. Et là, effectivement, on rentre dans une discussion un peu complexe.
je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Évidemment, ça rend évidemment les dossiers difficiles, c'est clair, ça consomme beaucoup de temps. Après, ça renvoie à des questions plus largement sur la question du marché intérieur, etc. Et évidemment, on pourrait toujours poser la question de est-ce que c'est le moment de les assouplir ou pas. En tout cas, c'est cette limite, cette borne qui a été acceptée, tolérée, j'en sais rien, par les États membres et par la Commission. Et voilà, et c'est là où on en est là. Je ne vois pas forcément de dynamique pour changer en tout cas cette borne-là, là, à très court terme. À la limite, pourquoi pas, le débat peut exister. Mais voilà, je ne peux pas dire que c'est pas ça. Après, on y arrive dans les cas les plus complexes et on y met toute l'énergie nécessaire. Mais voilà, effectivement, si après la volumétrie augmente, on aura un sujet, mais on verra à ce moment-là. Moi, je partage, pardon, il y avait un deuxième point, une deuxième observation aux propos qui viennent d'être tenus. Cette question de la diversité, elle est évidemment majeure. C'est-à-dire qu'il va falloir, faut être clair, les indicateurs vont pas être bons. Enfin, je veux dire, le chômage va augmenter, il va y avoir de la destruction d'emplois, ça va être difficile et c'est clair. Donc, on ne va pas se voiler la face dans les prochains mois et peut-être les prochaines années. On espère le plus court possible. Néanmoins, il y a des vraies questions qui vont devoir se poser sur est-ce que l'entreprise est en capacité d'attendre le retournement, c'est-à-dire qu'on se met, etc., ou pas. Est-ce qu'il faut prendre des décisions plus structurantes tout de suite ou pas? Est-ce que, dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, l'entreprise n'a pas le choix de prendre des décisions de restructuration. Mais dans le cas où elle a le choix, est-ce qu'il est opportun ou pas de changer de braquet, de réduire la voilure tout de suite, de downsizer violemment tout de suite, quitte à, comme on dit, se couper un bras ou une jambe pour garder le reste du corps? Voilà, toutes ces questions-là qui doivent se poser, et elles sont extrêmement complexes. C'est des questions qui se posent aux dirigeants d'entreprise avant tout, en réalité. On ne reste pas en économie dirigée, je le rappelle. Enfin, pas encore en tout cas, mais en tout cas c'est extrêmement clé. Et donc et dans un monde qui est encore plus incertain, et c'est pas notre culture collective l'incertitude. On est tous autour de la table, les acteurs financiers, les créanciers, l'État au premier chef, enfin tout le monde, tous ceux qui vont intervenir dans les dossiers de près ou de loin, on aime bien avoir la certitude que des prévisions précises. Tous les 2 mois on dit mais c'était pas comme on avait dit, etc. Mais je crois qu'il va falloir que collectivement, et nous les premiers, on puisse accepter qu'il y ait plus d'incertitude. Ça sert à rien de se faire peur en se disant mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un deuxième confinement? D'abord, vous avez bien compris que c'était d'une part pas la volonté du gouvernement, ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, si on reconfine, si on l'avait fait, quand même ce serait vrai, on sera juste dans un autre monde. Donc ne travaillons pas sur cette hypothèse, ça ne sert à rien. La question c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut se mettre dans les niveaux de prudence, dans les business plans, dans les plans d'affaires, dans un certain nombre de choses raisonnables, mais pas non plus caricaturales, parce que sinon effectivement on est incapable d'établir une confiance autour de ça. Donc cette incertitude, elle va maintenant c'est comme le virus, il va falloir vivre avec. Et il va falloir quand même accompagner les entreprises malgré cela. Donc c'est aussi un peu une observation générale, mais je crois que c'est important qu'on puisse aussi faire passer ce message. Deux petites réactions, commentaires sur le volet fonds propres, accélérer, augmenter les fonds propres. Ça fait partie du plan de relance. On va voir ensuite comment ça se déploie dans la vraie vie, j'ai envie de dire. À quoi il faut être attentif, selon vous, Hélène Bourboulou, sur ce volet equity? On sait que les entreprises françaises souffrent. C'est un mal un peu chronique, cette question des fonds propres en France. D'ailleurs, à un moment, on a favorisé la création d'entreprises au capital de 1 euro pour favoriser l'entrepreneuriat. Donc, il y a des vertus et puis il y a des vices, puisque dès le premier jour et la souscription du contrat EDF, vous êtes en cessation de paiement virtuel. Donc, évidemment, on le paye un peu cher, surtout que la dette était plutôt bon marché dans ces dernières années. Et donc, ça a aggravé le phénomène. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas non plus une épargne populaire qui est portée vers les entreprises. On a même une méfiance terrible de l'entreprise. Donc peut-être faut-il accompagner le mouvement en donnant des garanties sur les capitaux et puis en laissant peser le seul risque de l'intérêt et de la rentabilité. Quand on voit finalement la rentabilité des livrets d'épargne, on peut peut-être essayer de drainer un peu l'épargne populaire, et ça aurait le mérite aussi de rabibocher d'une certaine manière les Français avec les entreprises. Deuxième point, je pense qu'il faut assumer un outil de traitement des entreprises en difficulté qui soit plus efficace. L'efficacité se mesurant dans la rapidité d'exécution, se mesurant dans l'attractivité du dispositif. Donc on a parallèlement à tout ça une réforme des sûretés qui est attendue, on a parallèlement à tout ça la mise la transposition dans la loi nationale de la directive européenne qui donne aussi plus d'espace aux créanciers.
Donc en leur donnant plus d'espace, il faut aussi prendre ses responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de revendications à ce titre. Mais enfin, quand les espaces existent, ils ne sont pas toujours pris. Donc il faut là encore encourager ces mouvements. C'est un mouvement qui évidemment fait circuler la dette vers les fonds propres. Hein. C'est un mouvement aussi significatif. Et puis je crois qu'il faut que l'État assume qu'un certain nombre de prêts garantis par l'État seront demain peut-être consolidés, gérés d'une autre manière. Moi, sur quoi je veux lutter absolument, c'est le pouce au crime. Puisque, après tout, si les encours historiques des établissements bancaires ont été remboursés dans une entreprise, eh bien qu'il ne reste plus que le PGE, finalement, la liquidation judiciaire, elle aurait cette vertu que de permettre à la banque de toucher la garantie. Alors, loin de moi l'idée que quiconque y pense. Pour autant, si jamais ça devait arriver, ce serait bien que l'État ait son mot à dire préalablement, ne serait-ce que pour dire, mais moi, cette entreprise, je ne veux pas non plus la nationaliser parce que ce n'est pas ma philosophie, mais enfin, le transformer en prêt participatif et avoir des instruments de retour à meilleure fortune sont des instruments qui, à la fois, favoriseraient les fonds propres. Donc, je pense que les mesures qui ont été annoncées sont évidemment extrêmement positives et encourageantes, et que, de toute façon, on ne va pas y couper, sauf à avoir quelques scandales comme les outils CDS, hein, je veux toucher l'assurance, donc je mets le feu à la maison. Voilà, donc je mets en garde et je favorise, moi j'espère qu'un jour on aura une grande agence de l'État qui va gérer ce stock de manière ajustée. C'est aussi vrai pour la dette publique au titre des charges sociales et fiscales. Il nous faut des outils de contrôle, on ne peut pas être traité de telle manière quand on est au fin fond de la Corrèze, qui est un très beau département qui soutient beaucoup ces petites entreprises peu nombreuses, et puis quand on est dans un riche département des Hauts-de-Seine, avec une CCSF qui est peut-être un peu plus exigeante parce qu'elle est moins sensible au tissu économique de son département. Il faut des directives qui soient perçues comme justes, il faut de la justice économique. Et la justice, c'est que tout le monde soit traité pareil. Et pour ça, il faut des organes de contrôle avec des outils pour traiter des PGE, pour traiter du stock de dette publique et avoir une grande agence avec des compétences comme les gens du FIRI, ce serait absolument remarquable. Bien, on va laisser l'idée planer dans l'air, Hélène, en espérant que quelqu'un s'en empare. Peut-être la dernière question pour ensuite passer à notre table ronde. On n'a toujours pas rattrapé les 10 minutes de retard qu'on a pris depuis le départ. Peut-être pour rester juste Louis, savoir si vous avez envie de répondre à ce que vient de dire Hélène. Je comprendrais que vous ne le fassiez pas. Et ensuite sur les PGE, Agnès Pannier en vidéo nous disait en introduction, on a fait jusqu'à présent une réponse de masse. Demain, on sera capable de faire une réponse probablement moins de masse, mais plus de sur-mesure, plus de décisions, un dispositif un peu plus ciblé, pardonnez-moi. Ça veut peut-être dire des réponses plus locales pour des entreprises qui sont importantes dans des bassins d'emploi, plus sectoriels. Est-ce que ça, vous pensez que c'est une bonne direction, une fois qu'on a sorti un peu l'artillerie lourde, entre guillemets, l'arme de précision? Oui, bien sûr. Juste donc dans l'ordre, pour répondre à la question d'Hélène, en tout cas la position du gouvernement, c'est que c'est les banques qui gèrent leur PGE. Le cas échéant sur les dossiers les plus compliqués avec nous, parce qu'on est saisi, on est impliqué à un titre ou un autre, que ce soit le CIRI ou un autre organe de Bercy ou de l'État. Donc voilà. Bon, peut-être que ça peut arriver, peut-être pas non plus, ou en tout cas peut-être pas de façon aussi nette. D'abord, on verra. C'est-à-dire qu'on verra quand il y aura des grosses structurations, les attitudes des uns et des autres. Évidemment, ce sera aussi une affaire de comportement des créanciers. La directive, d'ailleurs, en ce sens, sera aussi. On va avoir cette double conjonction. C'est-à-dire qu'on va avoir en même temps la création des nouvelles classes de créanciers, en même temps un stock de prêts garantis par l'État. Donc on va avoir. Ça nous promet des beaux débats, en tout cas. Hein. Je pense que les avocats vont s'en donner à cœur joie. Vous reviendrez l'année prochaine. Avec plaisir. Donc ça, on va bien s'amuser. Tout ça pour dire que donc voilà, on verra bien au fur et à mesure. D'abord, à un moment donné, le PGE ça va s'arrêter, donc les banques vont continuer quand même à alimenter en crédit plus normaux les banques aussi. Donc de là à dire qu'elles n'auront plus que des PGE à traiter, je sais pas. Donc voilà, donc on verra bien. En tout cas, la position du gouvernement, c'est celle que je viens d'indiquer, qui est celle où elle gère le PGE, et puis on verra au fur et à mesure et puis l'indemnisation, il y aura aussi une instruction sur l'indemnisation, c'est clair depuis le début, et donc ce ne sera pas peut-être aussi simple que cela. Ça, c'est le premier élément de réaction. Deuxième élément, ce qu'a dit Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher est tout à fait juste. Enfin, c'est comme ça qu'on a fait les choses. On fait du plus général au particulier. Je crois qu'il y a un enjeu très fort aussi, c'est qu'on a fait, comme d'habitude, beaucoup d'outils. Peut-être des outils qui marchent encore mieux maintenant que dans d'autres années présentes, dans d'autres épisodes, tant mieux. Mais il y a vraiment une question d'accès à l'information. C'est-à-dire que nous, on est très frappés. Alors, on a là aussi un petit bout de la lorgnette, mais des gens qui nous contactent directement, je sais pas, par le site internet du Trésor, l'adresse générique du CIRI, enfin peu importe. Et ce n'est que quelques-uns par rapport, j'imagine, à toutes les sollicitations d'autres administrations ou d'autres organes. Et c'est beaucoup, mais comment je fais, etc. Alors qu'il y a plein de guichets, plein d'outils, plein de possibilités on a finalement un dispositif très couvrant au sens très général du terme, et donc il y a vraiment cette question
d'accès à l'information. Et donc, on peut se poser aussi la question, est-ce qu'il ne faut pas carrément aller voir les gens en disant, tu sais, il y a ça et ça qui serait pour toi qui es un artisan, toi qui es une PME familiale, toi qui, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette question-là. Et cette question, évidemment, des fonds propres, on en a parlé. Et voilà, donc je pense que c'est bien comme ça qu'on a envie de faire les choses. Il faudra qu'on soit très attentif aussi à toute la malheureusement probable ou possible multiplication, en tout cas augmentation des plans sociaux. Voilà, évidemment, le gouvernement est évidemment extrêmement mobilisé sur le plan social Bridgestone, enfin la fermeture violente de l'usine, pour reprendre les mots, brutale comme on dit. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de faire passer le message à tous ceux qui sont sur ce type de problématique, qu'il est toujours bon d'avoir envisagé toutes les solutions à l'avance, y compris avec les pouvoirs publics, et pas seulement, parce que c'est pas nous qui sommes à la tête des boîtes, mais on en est quand même un des acteurs, et aussi le garant d'un peu de justice, et là je reprends totalement les propos, la justice, elle est globale, et donc il faut y regarder tous les aspects. Voilà pour quelques mots de conclusion. Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup à vous d'avoir partagé encore une fois vos points de vue, votre expertise, toujours finalement dans un langage très transparent et très libéré, si je puis me permettre. On vous accueillera avec grand plaisir l'année prochaine. Merci beaucoup à vous, Louis Marguerite et Hélène Bourboulou.